Mon nom est Michel Faubert, chanteur et conteur de la relève perpétuelle et éternelle. Alors, je vais vous faire un conte gaspésien qui a été recueilli par Carmen Roy, elle-même une ethnologue qui est sur les traces de Marius Barbeau dans les années 1940, en 1940. Elle est née à Bonaventure, puis elle a vécu une grande partie de sa vie à Capcha. Et puis, sur les traces de Marius Barbeau, elle s'est mise à se promener partout en Gaspésie pour collecter les vieilles chansons et les vieux contes. Et en 1948, elle a rencontré un homme qui était né en 1880, quelque chose, là. Voyez-vous, on voyage dans le temps. Il s'appelait Léon Collin, à Saint-Joachim-de-Tourelle, Saint-Anne-des-Monts, et qui a raconté plus de 80 contes. Alors, je me lance dans une histoire qui est du répertoire de Léon Collin. C'est une histoire gaspésienne qui, en même temps, n'est pas une histoire gaspésienne parce que c'est une histoire tellement ancienne, vous pourriez l'entendre dans un pays scandinave, vous pourriez l'entendre peut-être en Tunisie, au Maroc ou au Proche-Orient ou en France. Enfin, voyez-vous, les contes, ça se promène pas mal. Adolescent, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la mémoire des vieux qu'il y avait dans ma région, dans mon village. À vrai dire, je sortais du cégep et j'ai été engagé sur un projet d'été. Et puis pour aller voir du monde, des vieux dans des villages. Moi, je suis natif de l'ouest de Montréal, dans une région rurale. Mon père était cultivateur. Aller voir des vieux à Saint-Polycarpe, à Rivière-Baudette, à Sainte-Lette, des petits villages. Et puis, savoir, la mémoire, les légendes du coin, les chansons. Et là, j'ai découvert un monde que je soupçonnais pas. Je m'intéressais en même temps de plus en plus à la littérature québécoise. Il y avait Victor Lévy-Beaulieu qui venait de partir les éditions L'Aurore avec Léandre Bergeron. Il y avait tout un monde, tout un foisonnement culturel qui était bien allumant puis allumé. C'est pour vous dire qu'une fois, c'était une pauvre vieille qui vivait avec sa fille qui s'appelait Adèle. Puis Adèle, elle, pour faire vivre sa mère, elle acceptait des petits ouvrages, elle faisait des lavages puis des ménages dans le village. Puis un jour, elle est revenue à la maison, puis elle n'avait pas trouvé de travail. Ça fait qu'elle a dit à sa mère, elle dit, « Maman, elle dit, si vous voulez m'en croire, je pense qu'il faudrait que je trouve quelque chose ailleurs parce que nos économies sont pas bien fortes, puis on pourrait avoir de la misère dans l'avenir. » La vieille a dit, « Ma fille, elle dit, si tu voulais m'en croire toi-même, tu serais bien mieux de rester avec moi. Garde, je vieillis, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Hein? » Elle dit, « Craignez pas, ma mère, dès que j'aurai trouvé quelque chose, je vais vous donner des nouvelles. » Alors, le lendemain matin, elle est partie, le soleil d'en face, avec sa petite planche à laver. Et puis, elle a marché toute la journée, puis elle s'est enfoncée dans la nuit, dans la grande forêt des contes. Puis elle a marché, jusqu'à perdre son chemin. Elle s'est trouvée écartée. Puis, il ne faisait pas bien clair, naturellement. Ça fait qu'elle a vu un grand arbre, le plus grand qu'elle pouvait voir. Elle est montée jusqu'à la cime de l'arbre, puis là, tout en haut, elle a regardé, puis pas absolument loin, elle a vu comme une espèce de petite lueur. Alors là, elle a pris son chapeau, elle l'a lancé en direction de la lumière, et est descendue de l'arbre, elle a ramassé son chapeau, puis elle a continué à marcher. Elle est arrivée dans un désert. Puis dans ce désert-là, il y avait une cabane. Elle est allée cogner à la porte, ça a dit d'entrer. Le vieillard, avec les cheveux blancs puis la barbe blanche, il a dit « Bonsoir, Adèle. » Bonsoir. Vous me connaissez? Ah oui, je te connais. Puis ça faisait longtemps que je t'attendais, ma petite fille. Je sais très bien qu'est-ce que tu es venu chercher ici. Écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Tu vas travailler pour moi, tu n'auras pas grand-chose à faire, regarde bien. Le matin, tu vas faire mon déjeuner à 6 heures. Le soir, tu vas faire mon souper à 6 heures pareillement. Tu vas traire ma vache, tu vas t'occuper de ta petite chose, ta petite affaire, rien de plus. Puis au bout d'un mois, je vais te donner 20 piastres puis un cadeau qui en vaut autant. Puis elle dit oui, elle dit j'accepte. Ça fait que le lendemain, ça n'a pas manqué. Il a montré à peu près ce qu'il avait à faire. C'est pas bien compliqué. Elle a fait son déjeuner. Et puis le bonhomme, le vieux, il est parti dans la forêt. Alors, j'ai commencé là-dessus, puis cet été-là, ça m'a branché. Et à force de rencontrer du monde qui savait d'anciennes chansons, des complaintes surtout, moi, ça me fascinait de rencontrer des gens de 73 ans, 75 ans qui étaient peut-être presque pas allés à l'école, qui n'étaient pas sortis de leur village beaucoup et qui chantaient des choses qui venaient du Moyen Âge.
Alors, à force de rencontrer chanteurs, chanteuses de complaintes, j'ai fini par visiter du monde qui savait aussi des contes. Ça a été plus long parce que c'était difficile de rencontrer des conteurs traditionnels, c'est-à-dire des gens qui avaient des histoires avec des titres transmis de génération en génération dans leur famille. Et puis, j'ai fini par rencontrer ce genre de personnes-là en Acadie, parce que, j'ai fini par me rendre jusqu'en Acadie, et surtout dans Bellechasse, un monsieur qui s'appelait Ernest Fradette, qui m'a ouvert la porte du répertoire de sa famille, puis on est devenus amis, puis j'allais le voir à tous les 2-3 mois, puis c'est comme ça que je me suis bâti une manière de compter, puis un répertoire de contes, mais c'est ça, c'est à peu près ça. C'est comme ça que je suis devenu conteur, un peu. Et puis, le temps passe de même, puis comme le dit Léon Collin dans ses contes, dans les contes, le temps passe avec la rapidité de l'éclair. Au bout de ce mois-là, à un moment donné, il arrive et dit, regarde, ça fait un mois que tu travailles pour moi, alors regarde, je vais te donner 20 piastres, puis un cadeau qui en vaut autant. Il a donné une petite paire de pantoufles, il n'y avait rien de plus beau à voir. Oh, elle dit, merci mon maître, je vous trouve bien généreux. Alors, il dit, je te donne la permission, tu t'en vas voir ta mère pour 3-4 jours, puis si tu veux revenir faire un autre mois, tu reviens. Elle dit merci. Là, elle est partie, le cœur en joie pour aller voir sa vieille mère au village. Vous comprendrez, vous autres qui m'écoutez, qu'en la voyant arriver, la petite, elle a sauté à son cou. Elle a dit, ma petite enfant, Adèle, j'ai fait des mauvais rêves. Je me suis tellement ennuyée de toi. Dis-moi que tu vas rester, que tu vas rester puis tu ne repartiras plus. Ma mère, j'ai trouvé un vieillard qui m'a engagé, j'ai pas grand-chose à faire. Il me donne 20 piastres par mois puis un cadeau qui en vaut autant. Regardez les pantoufles qu'il m'a données. Elle dit, tu ne vas pas repartir. Elle dit, je vais repartir un mois encore, puis après ça, je partirai, puis je vais rester avec vous, ma mère, je vous le promets. Fait que malgré la peine que sa vieille mère avait, le lendemain, la petite fille est repartie, est arrivée à la cabane du vieillard. Même chose. Pas compliqué, tu fais mon déjeuner le matin à 6 heures, mon souper le soir à 6 heures, tu vas traire ma vache. Puis à la fin du mois, je vais te donner 20 piastres puis un cadeau qui en vaut autant. Ça manque pas. Elle recommence à travailler. Et puis, mais il y a quelque chose qu'elle ne comprenait pas et qu'elle trouvait bizarre. Au bout de 3-4 jours, elle voyait que le vieux, il s'en allait tout le temps travailler dans le bois, puis il revenait, il ne disait pas ce qu'il faisait, puis il n'y avait jamais aucun fruit de son ouvrage. Alors, un beau jour, elle a décidé de le suivre à distance, sans se faire remarquer. D'une façon naturelle, moi, je suis un chanteur de complaintes. Ça, les complaintes, comme dirait Robin Servant du groupe Torvis de Rimouski, les complaintes, c'est des chansons folkloriques avec des morts dedans, OK? Alors, moi, j'ai toujours été attiré un peu par le côté gothique des choses. Alors, moi, j'étais un fan de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, des choses comme ça, où on est dans le monde des esprits, dans un monde glauque et assez nocturne. Puis les complaintes, ils nous amènent directement là-dedans. Alors, c'est sûr que du côté du conte, j'aimais ça, les frères Grimm, les histoires assez twistées, où il y avait des choses difficiles qui se passaient dedans. Lorsque je trouve ça dans le répertoire traditionnel québécois ou acadien, c'est sûr que ça m'attire. En même temps, on a un répertoire varié dans la mesure où on fait aussi sourire les gens, etc. Mais moi, d'une façon naturelle, je suis porté par les choses magiques, étranges et fabuleuses et parfois un peu comme ça. Puis là, lui, il a marché jusque sur le bord d'une grande montagne coupée fière. Il a donné un coup de pied sur le bord de la montagne, sur le pied de la montagne, puis une porte qui s'est ouverte. Il est rentré dans la montagne, puis de là, il est sorti avec des boîtes de toutes sortes de dimensions qui étaient remplies d'osseilles, d'ossements humains. Puis lui, il versait ça d'une boîte à l'autre, puis changeait ça de boîte. Puis la journée a passé de même, il a fait ça toute la journée. Elle regardait ça. Puis elle ne voyait pas le temps passer. Quand tout d'un coup, elle a vu le soleil à la tête des arbres. Oh, mon Dieu! Alors, vite, il fallait qu'elle retourne à la maison. Elle est retournée en courant. Elle a couru le plus vite qu'elle a pu, tellement, tant et tant, qu'elle a perdu une de ses pantoufles. Elle a fait sa petite besogne, elle a tiré la vache, elle a fait le souper. Le vieux est arrivé comme d'habitude, puis il a mangé, mais il n'y avait pas le même air qu'à l'accoutumée. Puis une fois son repas fini, il a dit « Adèle,
tu vas me dire où est-ce que tu as perdu ta pantoufle. Mon maître, j'ai perdu ma pantoufle en allant traire la vache. Adèle, tu es une petite menteuse. Si tu ne me dis pas où est-ce que tu as perdu ta pantoufle, tu m'en vas t'ôter la vie. Là, il l'a pris par les cheveux, il l'a traîné jusqu'à une chambre. Il a ouvert une porte. Il y avait du sang sur les murs, il y avait des robes d'accrochées, puis il y avait une table avec une hache dessus. Si tu ne me dis pas où est-ce que tu as perdu ta pantoufle, je m'en vais te trancher la tête. Tu vois ça? C'est toutes des femmes avant toi qui ont fait la même chose que toi. Voyons donc, vous ne pouvez pas faire ça. Je sais que j'ai un pied dans la tombe et l'autre dans l'éternité, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai perdu la pantoufle en allant traire la vache. C'est bon. Comme tu es le soutien de ta vieille mère, je vais t'épargner la mort. Tu t'en iras, puis je ne te donnerai pas une scène des 4 jours que tu as travaillé pour moi. Puis, oublie pas une affaire. Retiens bien quelque chose. À tout bonheur que tu seras pour avoir, je serai là pour te nuire. Disons que quand j'ai commencé, il y avait des précurseurs, 2 en particulier, qui étaient très importants, Jocelyn Bérubé et Alain Lamontagne. C'était les 2 conteurs que, dans les années 70, que je voyais, moi, quand j'allais voir des spectacles de contes. Il n'y avait pas un milieu du conte, il n'y avait pas de festival de conte, mais il y avait Alain et Jocelyn qui comptaient. Alors, moi, quand j'ai commencé, j'ai senti qu'il y avait une espèce d'effervescence des gens à découvrir le conte, à découvrir qu'est-ce que c'était. Alors, il y avait comme cette espèce de frénésie de quelque chose de nouveau. La petite est repartie de la maison du vieillard en pleurant. Puis là, elle marchait dans la nuit, dans la grande forêt noire. Il y avait la tempête qui régnait dehors. On entendait les hurlements des loups et de toutes sortes de bêtes. Elle marchait dans un chardon, ça déchirait son linge. Elle a fini par trouver son chemin de peine et de misère. Elle est arrivée chez sa mère. Sa mère l'a vue retentir de même. Ma pauvre enfant, qu'est-ce que t'as? Elle dit, ma mère, elle dit, j'ai jamais été capable de retrouver la cabane du vieux qui m'avait engagé. Elle dit, viens rester avec moi, on va faire comme avant. Puis elle s'est mise de peine et de misère à retravailler dans le village, puis à trouver qu'est-ce qu'elle pouvait pour faire des petits lavages, puis des petits ménages à gauche puis à droite. Puis à un moment donné, un soir, en revenant de son ouvrage, elle a entendu le bruit d'un carrosse derrière elle, un beau carrosse qui était tiré par 2 beaux chevaux. Puis le cocher, il était somptueusement vêtu. Il arrête à côté d'elle. « Pardon, mademoiselle, voulez-vous monter dans mon carrosse? » Écoutez, j'ai beau être pauvre, mais j'ai mon honneur comme vous avez le vôtre. Je vais continuer mon chemin. Non. Montez si vous voulez bien dans ma charrette, je vais aller vous reconduire chez vous. Aujourd'hui, la scène s'est développée. Il y a beaucoup de conteurs sur les routes. Il y a des festivals un petit peu partout. Et puis il y a eu l'avènement d'un Fred Pellerin qui a changé beaucoup de choses aussi, disons-le. Alors, le public est comme... C'est fait une espèce d'idée de qu'est-ce que c'est le conte. Est-ce que c'est ça exactement le conte? Je pense que le conte est beaucoup plus que qu'est-ce que ce dans quoi on peut le limiter. C'est-à-dire qu'il y a du conte, on est au Québec, puis au Québec, on aime sourire, on aime rire, puis c'est normal. Mais un conteur comme M. Fradette, que j'ai connu à Saint-Raphaël, qui est un conteur traditionnel, il aimait beaucoup faire rire les gens. En même temps qu'il y a toutes sortes, il y a tout un univers légendaire, il y a toutes sortes de choses. C'est sûr que lorsqu'on est devant le public, le conte est devenu un art de la scène. Puis un art de la scène, ça veut dire que quand tu montes sur une scène, Ernest était un conteur de cuisine. Il comptait chez eux pour des gens qui venaient entendre les contes de sa famille. Quand tu montes sur une scène, tu veux plaire à ton public. Puis plaire à ton public, ça veut dire avoir des réactions, sentir la réaction spontanée. Puis la réaction spontanée, c'est le rire. Alors c'est bien évident qu'on ne va pas nécessairement tout le temps vers des contes où ça va être le silence pendant 20 minutes. Parce qu'on a besoin de cette espèce de retour-là. Elle a monté. Puis là, il a commencé à y parler. Commençait à lui dire qu'il était un prince, qu'il était tout seul dans la vie, qui régnait sur un royaume avec des milliers de sujets, puis il y avait des servantes puis des serviteurs. Puis lui, il était parti en découverte, puis il l'avait vue, puis il l'avait trouvée tellement belle que si elle voulait le marier, ce serait le plus beau jour de sa vie. Elle dit,
Vous êtes venu ici pour rire de moi, vous êtes mieux de passer votre chemin et de retourner chez vous. » Il dit, non, il dit, l'argent, c'est bien beau, mais ça n'apporte pas le bonheur. Mais elle dit, moi, je vis avec ma mère, on va aller la voir. Ils sont arrivés tous les deux chez la mère d'Adèle. Et puis là, il a commencé, il est entré dans la maison, il a commencé à raconter sa vie avec des manières de prince tant et tant que les deux femmes en étaient charmées. Alors il a dit, regardez, vous pouvez venir avec moi, vous venez au château, puis vous n'avez pas besoin d'apporter rien de ce qu'il y a dans la maison, il y a des servantes qui vont s'occuper de vous autres. Ça n'a pas manqué, ils sont partis, ils sont allés dans le château, puis l'amour a fait son chemin. Et puis Adèle puis le prince se sont mariés dans la cathédrale du château, puis tout allait bien. Mais vous savez que dans cette vie de misère, ça ne peut pas toujours aller ainsi. Et en même temps, c'est le seul paradoxe de notre art, parce que qu'est-ce qui m'a allumé, moi, dans les contes? Quand j'écoute des vieux enregistrements de M. Léon Collin, enregistrés par Carmen Roy. Léon Collin, c'est un conteur gaspésien de Sainte-Anne-des-Monts, de Tourelle. Puis en 1948, 49, 50, il a été enregistré par une ethnologue qui s'appelait Carmen Roy. Tu écoutes les contes de M. Collin, puis c'est comme des espèces de litanies. Puis il ne fait aucune parenthèse. Il ne sort pas du conte pour faire quelque chose où tu vas avoir une réaction, où tu vas rire, etc. Il est complètement dans l'histoire, pour l'histoire. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a allumé au départ. Si je suis devenu un conteur, c'est parce que j'aime les contes. J'aime pas le conte. Le conte, c'est un art, c'est une façon de monter sur scène, de parler devant un public. Moi, ce que j'aime, c'est des histoires. Ce que j'aime quand je vais voir des conteurs, c'est de sortir avec des nouvelles histoires dont je peux me rappeler. Un beau jour, Adèle et son prince sont trouvés dans le château. Ils ont fait la trouvaille d'un petit enfant. Une belle petite fille qui était belle comme le jour. Le prince était comblé, puis Adèle était bien heureuse. Le soir venu, il y avait des servantes et des serviteurs pour s'occuper de l'enfant qui dormait dans le berre. Et puis sur le coup de minuit, tout ce beau monde-là s'est endormi. On a entendu dehors le roulement d'un carrosse jusque sur le bord de la fenêtre. 3 paroles magiques. Le magicien est entré dans la chambre. « Bonsoir, Adèle. »« Bonsoir. »« Comment te portes-tu, Adèle? »« Ça va bien, regardez, dans le beau château dans lequel je vis. J'ai marié un prince, puis voyez, le bon Dieu nous a fait cadeau d'un beau petit bébé. Il n'y a rien de plus beau que ça. Regardez la belle petite fille. » Oublie pas ce que je t'ai dit, Adèle. Je t'ai dit que pour tout bonheur que tu serais pour avoir, je serais là pour te nuire. Tu vas me dire aujourd'hui, Adèle, où est-ce que tu as perdu la pantoufle? Je ne peux pas vous dire autrement, mon maître. J'ai perdu la pantoufle en allant faire ma besogne, en allant tirer ma vache. Adèle, tu as la tête dure. Comme tu ne veux pas me dire la vérité, je vais t'ôter la parole. Je vais t'ensanglanter la bouche puis les mains. Je vais prendre ton enfant, je vais l'apporter avec moi. Je vais mettre des ossailles d'enfant par terre, puis ton prince va penser que tu as dévoré la petite, puis il va t'ôter la vie. Vous ne pouvez pas faire ça à une femme puis son enfant sans défense. Actuellement, la façon que le conte se développe, j'ai l'impression souvent qu'on retient beaucoup plus la manière des conteurs que l'histoire qu'ils racontent. Et puis, c'est devenu un art de comment parler devant le monde. Pour moi, le conte, c'est d'abord et avant tout des contes. Et puis, c'est par amour des contes que je suis là-dedans. Et ça, je trouve qu'on devrait peut-être un petit peu, des fois, revenir à la base. Le magicien a fait sa basse besogne. Et puis là, il est parti. Puis au moment où on entendait le roulement du carrosse qui s'en allait, les servantes, les serviteurs se sont réveillés. Imaginez les mois qu'il y avait dans la chambre. Puis le prince qui arrive et qui dit « Comment? Je t'ai sorti de la misère, je t'ai élevé au rang de reine, puis c'est comme ça que tu me remercies. » Il est sorti, bien en peine, mais en disant aux servantes et aux serviteurs d'être soumis à leur reine comme par le passé. Et puis le temps a passé, puis malgré sa peine, Adèle vivait sa vie au château. Le conte puis la chanson, j'aime beaucoup les deux. C'est rare que souvent, je suis un peu... Il y a des périodes de ma vie où pendant 1 an, 2 ans, je suis plus conteur. Puis là, je m'ennuie de la chanson. Puis à un moment donné, je me mets à chanter, je m'ennuie du conte. C'est
c'est un rapport différent avec le monde, puis avec soi-même aussi. Il y a une introspection dans le conte qui n'est pas tout à fait la même chose que dans la chanson. Ça n'a pas été bien long qu'ils ont fait la trouvaille d'un deuxième enfant. Un petit garçon, ce fois-là. Ce soir-là, le roi, le prince, a donné à ses serviteurs des ordres bien sévères. Et puis là, encore une fois, sur le coup de minuit, tout le monde a été endormi. On a entendu le roulement d'un carrosse. Bonsoir, Adèle. Je te redonne la parole. Bonsoir, mon maître. Comment te trouves-tu? Malgré ma peine et ma misère, ça va bien. Regardez le beau petit garçon. Adèle, je suis venu pour savoir la vérité. Tu vas me dire enfin où est-ce que tu as perdu ta pantoufle? Ma pantoufle, mon maître, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, je l'ai perdue en allant traire ma vache. Tu t'entêtes à ne pas me dire la vérité, Adèle. Hein? Garde, ta petite fille, là, elle a un an passé. Elle est dans le carrosse qui attend. Elle sait dire papa puis maman. Je te l'aurais montré. J'aurais pu te la ramener. Mais là, tu sais, regarde, tu veux pas me dire la vérité. Ben, tant pis pour toi. Ton prince, il aurait été plus doux que jamais, plus doux qu'avant. Mais là, hein, il t'a peut-être pardonné une fois, il ne te pardonnera pas cette fois-là. Puis il va te condamner à mort. Et puis, je dirais qu'au niveau de la confrérie, les conteurs, on est peut-être un petit peu plus soudés ensemble, parce que la chanson, c'est tellement vaste. Puis en même temps, ce qui est merveilleux au Québec, quand tu te promènes un petit peu dans le monde, puis tu vas en Europe, etc., c'est de voir à quel point, moi, ce que je trouve fascinant au Québec, c'est que si tu es conteur, tu connais des danseurs. Si tu es danseur, tu connais des musiciens. Si tu es musicien, tu connais du monde qui font du théâtre. Si tu fais du théâtre, tu connais des gens qui font du cinéma, des réalisateurs. Si tu es un réalisateur, tu connais du monde qui font de la peinture. Si tu vas en Europe, en France, par exemple, les milieux sont beaucoup plus compartimentés que ça. Et ça, je trouve ça fantastique de voir qu'on est capable de se fréquenter, surtout dans les villes, des villes. Puis la manière que le Québec est configuré, tu as Montréal qui est un gros aimant, tu as Québec, et puis tu as les régions. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui est fascinant, c'est de voir les rapports qu'il peut y avoir entre les artistes. Alors, je trouve ça très fort. Puis au niveau du conte, on est assez soudés ensemble. C'est ça qui est bien. Puis les festivals, c'est fait pour vivre ça, là. C'est super. Il lui a ôté la parole, ensanglanté la bouche puis les mains. Il a mis des osseilles d'enfant. Il est parti avec le nouveau-né. Puis au moment où le carrosse achevait de rouler sur le chemin, tout ce beau monde s'est réveillé dans les mois de la chambre. Et puis le roi, le prince, qui retentit puis qui dit, une fois ça passe peut-être, 2 fois ça passe peut-être, mais 3 fois ça passera pas. Puis en plus, tu me parles pas, tu me réponds pas, Le temps passé, et puis quand le 3e enfant est né, une autre petite fille, le roi a décidé de veiller lui-même dans la chambre. Elle regardait, lire un livre pour passer le temps, puis elle se dit en elle-même, tu vas t'assoupir comme les autres quand le temps sera venu. Et sur le coup de minuit, comme de fait, le prince s'est endormi. Bonsoir, Adèle. Je te redonne la parole. Je suis venu pour savoir où est-ce que tu as perdu ta pantoufle. Je vous le dirai toujours, comme je l'ai toujours dit, la pantoufle, je l'ai perdue en allant traire ma vache. Quand le prince s'est réveillé, quoi? Tu as profité d'un petit moment que je me suis endormi pour faire au 3e, à notre petite fille, qu'est-ce que tu as fait aux 2 autres? T'es pire que les chiens qui sont dans l'enclos. Eux autres, ils ne mangent pas, leurs enfants. Tu partageras leur vie. Tu seras dans l'enclos avec les chiens, puis tu mangeras dans le rouge. Puis là, il s'est retiré dans ses quartiers, dans la véranda du château. Il ne sortait plus jamais de là. Il était rendu triste puis amer. Il ne parlait plus à personne. Il était toute défaite parce qu'au fond, il aimait profondément sa femme. Et puis le temps a passé comme ça, 3 mois certains.
Et puis elle, ben, sa santé dépérissait. On ne la reconnaissait plus, à vivre avec les chiens dans l'enclos. Lorsque tout d'un coup, un carrosse est arrivé devant les barrières, et puis les chaînes ont cliqué. Et puis là, ben, le magicien est arrivé. Bien, parce que c'est magnifique, parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a l'horizon, parce qu'il y a les gens, parce qu'il y a la Pointe-Sec, qui est une super belle salle, parce qu'il y a Yannick Élément, qui est un beau fou, qui va aussi bien dans le free jazz que dans le conte et qui est complètement allumé. Moi, ce que j'aime, c'est de voir des gens allumés. Bien, je connais mon Louis depuis fort longtemps à cause de gens que j'ai connus, entre autres dans la musique traditionnelle, parce que c'est mon domaine un peu. Daniel Lemieux, violonneux, il vient de Mont-Louis. Je connais Daniel depuis longtemps. Et puis, il faut venir à Mont-Louis une fois pour avoir le goût de revenir tout le temps. Adèle, je te redonne la parole. Vas-tu finir par me dire où est-ce que tu as perdu ta pantoufle? Mon maître, j'ai perdu ma pantoufle en allant traire la vache. Bon ben, tu as risqué ta vie pour m'être fidèle. Garde-en toujours le secret. Je m'en vais te redonner la santé que tu avais, puis je te remets tes 3 enfants. Va voir ton prince. Elle s'est rendue devant son prince qui était rendu presque à l'article de la mort. Voyait cette femme-là venir, il ne savait pas trop qu'est-ce que c'était. Il a vu les 3 enfants, il a reconnu sa reine. Il s'est jeté à ses pieds pour lui demander pardon. Elle dit, non. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les enfants sont là? Elle dit, ça, c'est un mystère que je ne peux pas te révéler. Oublie tout ça, oublie tous les malheurs qu'on a eus. Regarde, on va continuer notre vie comme avant. Ils sont partis, tous les 2, avec les 3 enfants, dans le château où ils ont vécu, dans la joie, puis le bonheur, puis ils m'ont envoyé tout simplement vous conter ça à la douce mémoire de Léon Collin, de Saint-Joachim-de-Tourelle, Gaspésie, l'histoire d'Adèle, la petite mensongère, celle qui avait su garder le secret. Merci.